Salut tout le monde. Alors ici, je vous propose un corrigé de la deuxième partie que j'ai ajouté à l'exercice de la dernière vidéo. Alors je vous rappelle ici rapidement le texte de l'exercice. Et maintenant, voyons le corrigé. Dans cette partie, on définit une loi de composition interne truc dans l'ensemble R2 truc et on considère une application F de l'ensemble E, déjà définie dans la première partie, vers R2. Et puis on vous demande de vérifier que cette application-là est un isomorphisme de E muni de la multiplication vers R2 muni de la loi truc. Bon, ici, je rappelle ce que c'est qu'un homomorphisme d'un ensemble E muni d'une loi de composition interne truc vers un autre ensemble F muni d'une loi de composition interne anti-truc. Alors, c'est une application de l'ensemble E vers l'ensemble F, vérifiant, quel que soit x, y appartient à E2, l'image de x truc y par F, c'est f de x anti-truc f de y. Et puis, je rappelle ce que c'est qu'un isomorphisme de E truc dans F anti-truc, c'est tout simplement un homomorphisme de E truc dans F anti-truc tel que F est bijective. Ici, je rappelle ce que c'est qu'une bijection, d'accord. Donc, étant donné deux ensembles non vides E et F, alors on appelle bijection de E dans F. Alors, donc, c'est tout simplement une application qui soit à la fois injective et surjective. Nous avons aussi la propriété suivante. Alors, une application de E vers F est bijective, c'est seulement si, pour tout y de l'ensemble d'arrivée, il existe un seul élément de l'ensemble de départ, E, tel que y égale f de x. Puis, injection, c'est une application qui vérifie pour tout x, y de E2. Alors, l'implication f de x égale f de y implique x égale y. Autrement dit, x différent de y implique f de x différent de f de y, la contraposée. Enfin, surjection, c'est une application qui vérifie tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. Autrement dit, quel que soit y appartient à f, il existe au moins x appartient à e, tel que y égale f de x, si j'appelle e et f les ensembles non vides et f l'application de e dans f. Et je rappelle qu'on a l'équivalence suivante, f, une application de e vers f est surjective, si et seulement si, il y a équivalence. F de e égale f, c'est-à-dire l'image directe de l'ensemble e est égale à l'ensemble d'arrivée tout entier f. Bien, revenons à notre exercice. Donc, pour montrer que petit f est un isomorphisme de E multiplié vers R de truc, donc on va montrer d'abord que petit f est un homomorphisme de E multiplié dans R de truc, donc sans problème, en utilisant la relation 4 que nous avons établie dans la première partie. Et puis, on démontre que f est bijectif en montrant que tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un antécédent unique dans l'ensemble de départ. Donc, ce qui montre bien que f est bien un isomorphisme de E multiplié vers R2 truc. Bon, ensuite, question 2. Petit a, on vous demande de montrer que la loi truc est associative, commutative et que R2 truc admet un élément neutre que l'on précisera. Alors, bien sûr, on peut directement montrer tout ça sans passer par la première partie, mais vous allez voir, avec la première partie, c'est plus rapide. Alors, nous avons déjà vu que la multiplication était commutative et associative dans E, et puisque F est un homomorphisme de E multiplié vers R de truc, donc le truc sera commutatif aussi et associatif dans l'ensemble f de E, menu de la loi truc, mais f de E n'est autre que R2, puisque f est bijective. D'accord, elle est surjective, d'accord. Donc, on a la commutativité et l'associativité dans l'ensemble R2, la loi truc. L'élément neutre, puisque la matrice I est l'élément neutre de E multiplié, donc son image par petit f, qui est le couple 1, 0, ce sera l'élément neutre de l'ensemble R2 muni de la loi truc.
Bon, ici, je rappelle les propriétés d'un homomorphisme, d'un ensemble E muni d'une loi truc vers un ensemble grand F muni d'une loi anti-truc. Alors d'abord, F de E est une partie stable de l'ensemble F muni de la loi anti-truc, puisque F de E est non vide, c'est-à-dire anti-truc est une loi de composition entière dans F de E. Puis, si la loi truc est commutative, alors anti-truc est commutatif. Bien sûr, la première dans E et la deuxième dans F de E. Si la loi truc est associative dans E, alors anti-truc est associatif dans F de E. Si petit e est un élément neutre de l'ensemble E mis dans la loi truc, alors son image par petit f est l'élément neutre de l'ensemble F de E minus de la loi anti-truc. Et si x' est symétrique de x dans E truc, alors f de x' est aussi symétrique de f de x dans F de E anti-truc. D'accord? Donc, si E truc est un groupe, alors d'après ceci, F de E anti-truc est aussi un groupe. Et si E truc est un groupe commutatif, alors F de E minus de la loi anti-truc est un groupe commutatif. Et si la loi truc est associative dans E, alors au lieu de parler de l'image de deux éléments, on peut parler de l'image de plusieurs éléments qu'on peut écrire. Alors f de x1 truc, etc., truc xn, c'est égal à f de x1, anti-truc, etc., anti-truc f de xn. Bien sûr, ceci n'a de sens que si la loi truc est associative. Parce que automatiquement, anti-truc, je rappelle d'après tout à l'heure, anti-truc sera aussi associatif. Et remarquez que lorsque F est un homomorphisme surjectif de E truc vers F anti-truc, en particulier lorsque F est un isomorphisme de E truc vers F anti-truc, alors puisque dans ce cas F de E c'est égal à F, donc les propriétés précédentes deviennent comme vous les voyez sur votre écran. Bon, je rappelle que dans le programme, dans le cours, il faut connaître le mot isomorphe. Mais avant de parler du mot isomorphe, il faut d'abord établir la propriété que j'ai indiquée sur votre écran, à savoir si F est un isomorphisme de E truc dans F anti-truc, alors la bijection réciproque F-1 est aussi un isomorphisme de F anti-truc dans E truc. Ça se vérifie facilement. Mais il faut l'établir d'abord, ou bien il faut l'énoncer avant de définir ce que c'est que E truc et F anti-truc isomorphes. Alors par définition, E truc et F anti-truc isomorphes lorsqu'il existe un isomorphisme de l'un vers l'autre. C'est la même chose lorsque vous définissez ce que c'est que deux nombres complexes conjugués. Alors nous avons si Z est le conjugué de Z', alors Z' est le conjugué de Z. On dit que Z et Z' sont conjugués. De même, lorsque vous dites, définissez ce que c'est que deux éléments symétriques dans un ensemble uni de lois. Alors vous avez x' est asymétrique de x, alors x est asymétrique de x'. Alors on dit que x et x' sont symétriques, etc. Mais attention, il n'y a pas de définition de E truc et F anti-truc homomorphe. Ça n'existe pas. Alors, de même, il faut éviter d'utiliser le mot morphisme. Il faut plutôt parler du mot homomorphisme. D'accord? D'ailleurs, dans les années passées, les épreuves du baccalauréat, il y a homomorphisme, il n'y a pas morphisme. Et puis, il y a les mots endomorphisme et automorphisme. Donc, tout ça, c'est hors programme parce que ça n'a jamais été défini dans le cours. Je parle du cours, il faut regarder les manuels officiels. Ce sont 2 livres en arabe, d'accord, auxquels il faut s'y référer. Alors, les autres livres en français, alors, ils ne sont pas officiels, d'accord. Donc, il faut faire attention. Donc, la même chose, on ne peut pas parler de sous-anneau, on ne peut pas parler de sous-corps. Et bien sûr, pour cette année, exceptionnellement, on ne peut pas parler d'espace vectoriel, de sous-espace vectoriel, etc. Alors ensuite, dans la question petit b, donc on vous demande de dire si R2 truc est un groupe. Bien sûr, dans ce type de question, il ne faut pas se contenter de dire oui ou non. Vous dites oui, il faut dire pourquoi, et vous dites non, il faut justifier, il faut dire pourquoi.
Alors, ici, on remarque que si vous prenez le couple 1-0 et 0-0, leur composé, c'est 0-0. De même, le couple 0-0, le composé du couple 0-0 avec lui-même, c'est le couple 0-0. Donc, vous avez l'égalité entre le composé 1-0 truc 0-0 et 0-0 truc 0-0 avec le couple 1-0 qui est différent du couple 0-0. Donc, ceci suffit pour dire que 0-0 n'est pas régulier dans R2 truc. Donc, R truc n'est pas un groupe parce qu'on sait que dans un groupe, tout élément est régulier. C'est une façon pour répondre à cette question et c'est une occasion pour rappeler les définitions, enfin la définition d'un élément régulier dans un ensemble muni d'une autre composition interne. Bon, je rappelle donc ce que c'est qu'un élément régulier dans un ensemble muni d'une autre composition interne truc. Alors, petit a, un élément de E muni d'une autre composition interne truc est régulier. Alors, si pour tout couple XY de E2, vous avez les deux implications que vous voyez sur votre écran. Bien sûr, si la loi truc est commutative dans E, donc on se contente de l'une des deux implications. Et puis, on dira un élément A est non régulier dans l'ensemble E de la loi truc, si et seulement si. Alors, la négation de la proposition quantifiée de tout à l'heure, donc, c'est-à-dire, il existe au moins XY appartient à E2, tel que, etc. Et je rappelle le résultat suivant. Alors, si truc est associatif dans l'ensemble E, d'accord? Alors, tout élément symétrisable dans E truc, il est régulier, d'accord? Donc, nous avons l'implication, mais la réciproque est fausse. Autrement dit, on peut avoir un élément qui est régulier sans qu'il soit symétrisable dans E muni de la loi truc. Par exemple, si je prends l'élément 2 de Z, Z muni de la multiplication, alors 2, il est régulier dans Z multiplié, d'accord? Et la loi de multiplication est associative dans Z. Cependant, 2 n'est pas symétrisable dans Z muni de la multiplication. Je rappelle que les seuls éléments symétrisables dans Z muni de la multiplication sont 1 et moins 1. Donc, ce résultat-là me permet de dire que dans un groupe, tout élément est régulier. Parce que dans un groupe, vous savez, la loi, elle est associative. Voilà. Ensuite, on passe à la question petit c, où on vous demande de montrer que le couple 0,2 est symétrisable dans R2 muni de la loi truc et en déterminant son symétrique, bien sûr pour la loi truc. Alors, on remarque tout simplement que le couple 0,2, c'est l'image de la matrice J, J qui a été présentée dans la première partie, alors par l'homomorphisme petit f. Puisque la matrice J est symétrisable dans E muni de la multiplication et son symétrique c'est la matrice M moins 1 demi 1 demi, donc d'après ce que j'ai rappelé tout à l'heure à propos des propriétés des homomorphismes, alors l'image de J par petit f, c'est-à-dire 0,2, donc sera symétrisable dans R2 muni de la loi truc, parce que f il est surjectif, il est bijectif, et son symétrique, ça sera l'image de M moins 1 demi 1 demi, c'est-à-dire le couple moins 1 demi 1 demi, c'est ça le symétrique de 0,2 dans R2 muni de la loi truc. Ensuite, dans la question petit d, on vous propose un ensemble et on vous demande de montrer que cet ensemble muni de la loi truc est un groupe commutatif. Alors, on vous propose d'utiliser la partie 1, troisièmement petit a. Alors, d'après le résultat de cette partie 1, troisièmement petit a, on va voir que l'ensemble U est l'ensemble des éléments symétrisables de R2 muni de la loi truc. Alors pourquoi? Parce que si vous prenez un élément quelconque AB de R2, alors cet élément est symétrisable dans R2 muni de la loi truc si seulement si il existe un couple XY appartient à R2 tel que AB truc XY égale le couple 1, 0. Alors, parce que la loi truc, elle est commutative dans R2. Donc, ceci il est équivalent, donc je remplace le couple AB par l'image de la matrice MAB par petit f, etc.
Et puis après, ceci est équivaut, donc j'utilise le fait que petit f est un homomorphisme de E multiplié dans R2 truc. Et puis après, j'utilise le fait que f est injective. Hein, pour écrire après, c'est équivaut, il existe un couple XY appartient à R2 tel que MAB fois MXY égale la matrice I. Et ceci, c'est équivaut à MAB est inversible dans l'ensemble E muni de la multiplication car la loi elle est commutative dans E. Et d'après la partie, premièrement 3 petits temps, hein, alors ceci est équivaut à A carré plus AB moins 2B carré différent de 0. Donc l'ensemble U n'est autre que l'ensemble des éléments inversibles de R2 truc. Et puisque la loi truc est associative et commutative dans R2, donc d'après le cours, U truc est bien un groupe commutatif. Remarquez qu'on peut répondre à cette question sans passer par la première partie. Hein. Si vous prenez un couple quelconque AB de R2, donc le couple AB est symétrisable dans R2 muni de la loi truc, si seulement s'il existe un et un seul couple XY de R2, hein, un et un seul, tel que AB truc XY égale le couple 1, 0, 1. Alors, donc toujours, parce que la loi truc est associative, hein, un et un seul, et puis on se contente de AB truc XY égale 1, 0, parce que la loi truc elle est commutative. Alors, donc, ceci il est équivaut, donc des équivalences faciles à manipuler. Et puis après, j'ai écrit A carré plus AB moins 2B carré différent de 0, hein, parce que le système admet une solution unique dans R2 si seulement si son déterminant est différent de 0 et son déterminant c'est effectivement A carré plus AB moins 2B carré. Donc, on retrouve donc, on reconnaît hein, que l'ensemble U n'est autre que l'ensemble des éléments symétrisables de R2 muni de la loi truc. Et comme la loi truc est associative et commutative dans R2, alors d'après le cours, alors l'ensemble U de la loi truc est un groupe commutatif. Alors ici je dis, j'utilise un résultat du cours. Vous allez vous demander de quel résultat s'agit-il. Alors je vous le rappelle ici. Je rappelle qu'il y a seulement 2 manuels scolaires officiels et qui sont en arabe, hein, qui traitent la notion de structure algébrique. Il faut toujours revenir à ces 2 manuels pour une définition ou une propriété. Alors, dans de ces 2 manuels, on trouve la propriété suivante. Alors, si un ensemble E muni de 2 lois de composition interne, truc et anti-truc est un anneau unitaire, alors l'ensemble des éléments inversibles de cet anneau est un groupe pour la deuxième loi, hein, c'est-à-dire pour la loi anti-truc. Alors, donc, implicitement, si vous avez un ensemble E muni d'une loi de composition interne anti-truc associative qui admet un élément neutre pour cette loi, alors si j'appelle S l'ensemble des éléments symétrisables de l'ensemble E muni de la loi anti-truc, alors l'ensemble S muni de la loi anti-truc est un groupe. Si vous avez un ensemble E muni d'une loi de composition interne anti-truc qui est associative et commutative et qui admet un élément neutre pour cette loi, et si toujours j'appelle S l'ensemble des éléments symétrisables pour la loi anti-truc, alors S anti-truc est un groupe commutatif. On passe maintenant à la question 3 petit a. On vous demande de montrer que Z2 est une partie stable de R2 muni de la loi truc. Alors ici, pas de problème, donc seulement je vous fais remarquer qu'il n'est pas nécessaire de préciser que Z2 est différent de l'ensemble vide, hein, d'après la définition d'une partie stable d'un ensemble E muni d'une loi de composition interne. Question suivante, petit b, on vous demande de montrer que truc est une loi de composition interne dans Z2 qui est commutative, associative, et de montrer que Z2 muni de la loi truc admet un élément neutre qu'on doit préciser. Bon, ici, là aussi, sans problème, on commence d'abord par préciser que T est bien une loi de composition interne dans Z2, hein, d'après la stabilité et d'après le fait que Z2 est différent du vide. Et puis, puisque truc est commutatif et associatif dans R2, donc a fortiori, elle est commutative et associative dans Z2. Et puisque l'élément neutre de R2 truc qui est 1, 0 est un élément de Z2, hein, parce que le couple 1, 0 appartient à Z2,
donc un 0, et aussi l'élément neutre de Z2 truc. Bien, passons maintenant à la question petit c, où on vous demande de déterminer l'ensemble V des éléments symétrisables de l'ensemble Z2 muni de la loi truc. Alors, je considère un élément quelconque AB de Z2. Alors, on va travailler par conditions nécessaires, avec des implications. Alors, donc, on va supposer que AB est symétrisable dans Z2 truc. Donc, AB est aussi symétrisable dans R2 truc, parce que Z truc et R2 truc ont le même élément neutre. Et maintenant, je vous propose deux méthodes. Alors, la première utilisant l'isomorphisme et l'autre directement. Alors, donc, la première méthode, donc, d'après l'isomorphisme, donc, la matrice M égale MAB, donc, ça sera symétrisable dans l'ensemble E muni de la multiplication. Donc, A plus B facteur de A plus de B différent de 0 et la matrice imprime telle que vous la voyez, donc c'est le symétrique de MAB dont E multiplié. Puisque F est un homomorphisme, donc F de M', ça sera le symétrique de F de M, c'est-à-dire le couple A plus B, etc. Donc, ça sera le symétrique du couple AB dans R2 truc. Mais pour tout couple AB de Z2, alors le couple A plus B, etc. appartient à Z2, alors implique vous voyez ce que j'ai fait donc sur votre écran, donc pas de problème. Donc on trouve que le couple AB égale au couple 1, 0 ou le couple AB égale moins 1, 0. Et inversement, donc il faut bien vérifier que ces deux couples-là sont bien symétrisable dans Z2 truc. Alors effectivement, alors le couple 1-0 c'est l'élément neutre, bien sûr. Il est symétrisable dans Z2 multiplié, truc, pardon. Et puis l'autre couple, donc il suffit par exemple de vérifier que moins 1 au carré plus la condition, plus moins 1 fois 0 moins 2 fois 0 au carré, différent de 0. Ceci suffit pour dire qu'il est symétrisable dans Z2 truc. Et la conclusion, donc, on trouve que l'ensemble V, il est constitué de deux éléments, le couple 1-0 et le couple moins 1-0. Et l'autre méthode, donc, sans passer par la première partie, sans utiliser l'isomorphisme. Donc, d'après la partie 2, troisièmement petit b, on a A carré plus AB moins 2B carré différent de 0, puisque le couple AB est symétrisable dans R2 truc. Et puis, il existe XY appartient à Z2, tel que le couple AB truc XY égale l'élément neutre, 1, 0. Mais pour tout couple XY de Z2, cette dernière égalité implique, vous la traduisez, après deux systèmes, et puis deux systèmes, son déterminant il est non nul, parce que son déterminant c'est A carré plus AB moins 2B carré. Donc vous obtenez donc les valeurs de x et de y. Alors sachant que x et y sont des entiers relatifs, implique donc que si vous prenez la première, vous ajoutez le double de la deuxième, ça reste toujours dans z. Si vous faites leur différence, ça appartient à z. Alors comme ça, vous obtenez donc 1 sur a plus 2b appartient à z et 1 sur a moins b appartient à z. C'est-à-dire a plus 2b est un diviseur de 1, donc c'est 1 au moins 1, la même chose pour a moins b. Donc vous obtenez 4 systèmes, 2 systèmes ils sont impossibles, les deux autres vous donnent respectivement 1, 0 et moins 1, 0. Inversement, vous vérifiez que ces deux couples sont symétrisables dans Z2 truc et par suite l'ensemble V, eh bien, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est le couple formé des couples 1, 0 et moins 1, 0. On arrive maintenant à l'avant-dernière question. Quatrièmement petit temps, on vous demande de montrer que pour tout n de n, le couple moins 2024, 0, puissance entre guillemets, n égale le couple xn. Xn, Yn ou Xn, Yn sont des entiers relatifs que l'on calculera. Alors d'abord, montrons que cette puissance, c'est bien un couple d'entiers relatifs. On va le vérifier par récurrence. Alors c'est vrai pour n égale 0. Et si on suppose que c'est vrai pour n, donc on trouve que c'est vrai aussi pour n plus 1. Donc
on a bien cette puissance, c'est bien un couple d'entiers relatifs. Alors, pour le calcul de xn et yn, il suffit de remarquer que pour tout n de n, xn plus 1 et yn plus 1 sont respectivement moins 2024 xn et moins 2024 yn. Autrement dit, les suites xn et yn, n supérieur égal à 0 et n, sont des suites géométriques de raison moins 2024 et leurs premiers termes respectifs sont x0 égale moins 2024 et y0 égale 0. Donc on trouve le terme général de chaque suite. Autrement dit, on trouve que xn égale moins 2024 à la puissance n et yn égale 0. Enfin, la dernière question, quatrièmement petit b, d'accord. Donc on vous demande d'établir une congruence avec P un nombre premier tel que P supérieur strictement à 23. Alors donc vous remarquez que cette congruence elle est équivalente à moins 2024 à la puissance P-1 congruent à 1 modulo P en remplaçant P-1 par sa valeur trouvée dans la question précédente. Et puis après vous remarquez que 2024 dans sa décomposition produit de facteur premier c'est 2 puissance 3 fois 11 fois 23. Et puisque P est supérieur strictement à 23, donc P il est distinct, il est différent des nombres premiers 2, 11 et 23. Donc il est premier avec ce produit, c'est-à-dire P est premier avec 2024. Donc il est aussi premier avec moins 2024. Donc, puisque P est premier positif, P est supérieur strictement à 23, donc d'après le petit théorème de Fermat, donc nous avons la congruence, moins 2024 à la puissance P-1 congruent à 1 modulo P. Donc la relation 3 est vraie et par suite la relation 2 est vraie, autrement dit la congruence est vraie. Bon, je rappelle ici le petit théorème de Fermat, donc si P est un nombre premier, positif, d'accord, j'insiste bien, positif. Alors nous avons plusieurs versions de ce petit théorème de Fermat, quel que soit appartient à Z, donc A puissance P est congruent à 1 modulo P. Nous avons aussi, c'est toujours le petit théorème de Fermat, quel que soit A appartient à Z étoile. Donc si A et P sont premiers entre eux, alors A puissance P-1 congruent à 1 modulo P, c'est ce que nous avons utilisé dans l'exercice. Et puis, je rappelle que lorsque A est un entier relatif non nul, PGDC de A et P égale 1, c'est-à-dire A et P sont premiers, c'est équivalent à ce que P ne divise pas A, parce que P est un nombre premier. Donc, vous pouvez écrire la deuxième propriété sous la forme suivante, quel que soit A appartient à Z, P ne divise pas A, implique A puissance P-1 est congruent à 1 modulo P. Attention, vous avez peut-être remarqué que dans beaucoup d'énoncés du petit théorème de Fermat, on ne dit pas que P est un nombre positif. Bien sûr, je parle des programmes du deuxième bac sciences maths, d'accord, parce que dans les autres programmes, on peut énoncer le petit théorème de Fermat sans dire que P est positif, parce que dans leur définition, lorsqu'ils ont défini un nombre premier, alors dès le départ, leur nombre premier, il est positif, d'accord. C'est-à-dire pour eux, moins 2 n'est pas un nombre premier, moins 5 n'est pas un nombre premier, d'accord. Donc pour nous, moins 2 et moins 5 sont des nombres premiers. Donc, il faut faire attention et il faut toujours faire attention aux définitions que vous trouverez dans d'autres endroits, parce qu'en général, ils ne sont pas les mêmes, d'accord. Par exemple, on ne trouvera pas la même définition parfois de divisibilité. A divise B, dans Z, on trouve des trucs qui ne sont pas en accord avec ce que nous avons vu dans le cours. De la même chose, on trouvera une définition d'un anneau intègre autre que celle donnée dans notre cours.
La même chose pour un diviseur de zéro, la même chose pour un diviseur propre, la même chose pour partie stable, la même chose pour la définition de la racine énième d'un nombre réel positif, alors que chez les autres, on peut définir racine troisième d'un nombre réel négatif. Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, il faut toujours revenir aux définitions et aux propriétés du cours, et il faut bien respecter les définitions et les propriétés du cours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci de votre attention et à la prochaine. Je vous laisse ici un petit exercice pour le corriger la prochaine fois.